Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Glow Up, l'accélérateur de talents féminins qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maëlys, membre de la team Glow Up et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez Glow Up, nous avons une mission, vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun. La volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec après ses études. Pour l'occasion, je reçois Sophie, spécialiste de la communication et des médias sociaux. Elle vous accompagne notamment dans vos stratégies réseaux sociaux. Sophie, photographe, freelance depuis 1 an. Mathis est spécialiste dans la réalisation de clichés culinaires, reportages, lifestyle et portraits. Bonjour les filles, comment allez-vous ? Bonjour Maëlys. Salut Maëlys, ça va super. Ouais, ça va super. Ouais. Vous allez bien malgré ce froid hivernal ? Ouais, ça va, on fait avec. J'enchaîne les couches, les unes par-dessus les Oui, autres. là c'est la saison millefeuille, comme on appelle. C'est ça. Bon les filles, merci d'être présentes aujourd'hui pour cet épisode. On va commencer par la première question. Parlez-nous un peu de votre parcours et de vos expériences professionnelles. Sophie, tu peux commencer si tu veux. Oui, moi j'ai fait plein de choses depuis le bac. J'ai eu mon bac en 2013. Depuis, j'ai fait une première année de cinéma à une fac à Paris. Puis 3 ans de psychologie, j'ai eu une licence là à Toulouse. Et enfin, j'ai encore changé pour de la communication à l'ISEC, qui est une école de communication à Toulouse, où j'ai eu mon bachelor et un master. Donc là, actuellement, j'ai un master en gros stratégie digitale, marketing, communication digitale, tout cet univers-là. Et je me suis lancée, j'étais diplômée là cette année, et donc je me suis lancée en septembre officiellement. Du coup, tu as été diplômée l'année dernière, c'est ça ? Enfin, c'est 2021. Ça. 2021, juin, j'ai été diplômée, septembre, je me suis lancée, quoi. Ok, donc, donc c'est vraiment pour le coup, c'est très récent. Voilà, rien au milieu. T'as enchaîné du coup avec l'entrepreneuriat, tu t'es lancée direct Ouais, c'est ça. Okay. Je voulais pas faire autre chose, c'est un projet que j'avais quand même depuis longtemps dans la tête et que j'avais commencé à préparer, donc dernier jour d'alternance, le lendemain, j'étais à mon bureau. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer directement dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu as eu des expériences en amont qui t'ont un peu où tu as travaillé un petit peu dans l'entrepreneuriat, des expériences passées, même tes stages, etc., que tu as pu faire dans le cadre de ton école, par exemple En fait, j'ai commencé déjà toute seule en 2016. J'ai créé un blog personnel comme on avait toutes en 2015-2016, et qu'on peut toujours avoir, hein, je ne juge pas, j'en ai toujours le mien. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment la communication, les réseaux sociaux, les sites web, tout ce qui est un peu marketing en ligne, et j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je me suis vite dirigée vers une école de com. À ce moment-là, on m'a trouvé, justement grâce à mon blog, comme quoi, lancez-vous les filles, on m'a trouvé pour travailler chez Toulouscope, qui est un média culturel toulousain. Okay. Et j'ai travaillé chez eux pendant 1 an et demi, en format un peu freelance. Le but, c'est de découvrir les bonnes adresses de Toulouse et tout ça, donc rédaction web, photos, réseaux sociaux, plein de choses, tout ce que j'aimais. Donc ça a été une super expérience, et donc déjà à partir de là, je savais plus ou moins que le rythme freelance, entrepreneur, c'était quelque chose qui me correspondait. Et j'ai eu la chance de faire mon alternance de dernière année de master chez Glow Up, justement, pendant 1 an. Et donc j'ai été entourée d'entrepreneurs pendant 1 an. Ça n'a fait que confirmer une fois de plus que c'était bien ce que je voulais faire et ce qui m'était destiné. Entre-temps, j'ai eu quelques expériences en entreprise qui m'ont, une fois de plus, confirmé que ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà, un peu, j'ai l'impression que toutes mes expériences m'ont dit « Mais enfin, Sophie, arrête de te poser des questions. Vas-y. » Tu penses que c'est cette expérience et en entreprise et dans le milieu de l'entrepreneuriat c'est cette comparaison des deux qui t'ont permis de choisir ou... Un peu, oui, je dirais. Déjà, j'ai toujours été très autonome, il y a mon caractère qui fait que j'ai un peu ce besoin de liberté, de vouloir faire ce que je veux, justement, qui m'a un peu guidée déjà vers cette voie-là. Donc je pense que j'y serais arrivée quoi qu'il arrive. Après, là, mes expériences, justement, ces dernières années n'ont fait vraiment que confirmer vraiment l'envie de travailler dans ce style-là, avoir vraiment ce style de vie. Et oui, là, ça fait du coup 1 an que j'étais entourée vraiment que d'entrepreneurs, donc en plus j'ai vu des profils vraiment différents. Ça allait d'une personne, on va dire, toute seule qui venait de se lancer, freelance, à une femme qui pouvait avoir créé une entreprise avec différents salariés. Et en fait, même si c'est des parcours totalement différents,
je voulais faire pareil, quoi. Comme un poisson dans l'eau, Ah, quoi. mais c'est ça, totalement. Et du coup, toi, Mathilde, raconte-nous un petit peu quelles ont été tes expériences passées, quelles études tu as faites aussi juste avant de te lancer. Alors moi, j'ai eu mon bac en 2013, il me semble, ou 2012. Je me rappelle plus de la date, mais bon, c'est pas important. Et après, je me suis un peu cherchée pendant mes études. Je savais pas exactement quoi faire, donc j'ai fait 1 an de fac que j'ai lâché à la fin. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Ensuite, j'ai fait un BTS design textile. Donc j'ai fait des stages en entreprise justement, et ça m'a montré que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et je faisais beaucoup de photographie pendant mes études et j'avais toujours des projets photos, des choses comme ça. À la fin du BTS, je me suis décidée à faire une école de photographie et c'est comme ça que j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. En fait, à la fin de mes études de photo, il n'y a pas vraiment de salariat qui existe dans la photographie. C'est assez particulier comme milieu. Enfin, on peut être assistant, des choses comme ça, mais j'avais pas forcément envie de monter à Paris, donc je me suis directement lancée après avoir eu mon diplôme en 2020 du coup. C'était en plein Covid. Oui, Le bon moment. Des bons moments. C'est clair. Et justement, tu parles de Covid un petit peu. Est-ce que ça t'a freiné ou au contraire, ça t'a permis de plus travailler pour te préparer à l'expérience de l'entrepreneuriat? En fait, je pense que le Covid, ça m'a aidé à maturer un peu mes projets, ça m'a aidé à en savoir plus sur moi-même. À l'école, on était un peu dans une case, en fait. On devait pas sortir trop des clous, des choses comme ça. Et moi, je voulais vraiment faire du culinaire, des choses comme ça. Et c'était pas du tout la typographie de l'école. Donc, le Covid, comme on a été bloqué pendant 3 mois, on était encore à l'école à ce moment-là. Ça m'a permis de me remettre en question et d'affirmer ma photographie. Et donc, ça m'a aidé aussi en tant que freelance plus tard, quoi. Pour moi, le Covid, ça a été... Un tremplin, un petit peu? Ouais, un peu un tremplin, ouais. Enfin, en connaissance de moi-même. Voilà. Ouais, ça permet un peu de savoir ce que tu voulais faire. Ouais. Et Mais après, en tant que pro, j'ai vraiment galéré pendant 6 mois à la sortie de l'école. C'était horrible, quoi. Enfin... Et justement, tu parles d'école, c'est bien que tu en parles. Une des questions, je pense, que beaucoup se posent, est-ce que vous, dans le cadre de vos études ou aux écoles auxquelles vous étiez, est-ce qu'on vous a déjà appris à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous en avez un petit peu parlé? Est-ce qu'on vous a préparé à cette expérience-là ou pas du tout? Au contraire, parce que c'est vrai que pour le coup, certaines écoles préparent plus au salariat qu'à l'entrepreneuriat, même si dans certaines écoles, comme en communication par exemple, je pense à toi, Sophie, qui est à l'ISEG, par connaissance de cause aussi, moi à l'ISCOM, on nous en parle pas mal de l'entrepreneuriat. Après, c'est vrai que ça reste quand même un sujet qu'on effleure et qu'on ne rentre pas vraiment dans les détails en termes administratifs, en termes de comment se lancer, par où on commence, comment on se fait les contacts et comment on trouve ses clients. Vous, ça s'est passé comment? Est-ce que votre école vous a quand même apporté des notions pour l'entrepreneuriat ou vraiment ça a penché de ce côté-là? Mathilde, du coup, tu parlais d'école, ouais. Ouais, non. Enfin, moi, à l'école, ils nous ont très bien appris à faire des photos. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais... C'est l'école de photos, c'est cool. Ouais, c'est important, mais en fait, on a eu genre 3 heures, je pense. Enfin, peut-être 6 heures en 3 ans sur justement l'entrepreneuriat, les statuts, les choses comme ça. Enfin, tout ce qui est administratif. Donc, on n'a pas du tout été préparé à la réalité du terrain, si j'ose dire. Mais... Apprends un métier en 6 heures. Ouais, Top chrono. En fait, on a appris tout le côté artistique, enfin tout ce qui est prise de vue, tout ça, qui est vachement important. Mais au final, avant de sortir de l'école, je savais même pas comment on faisait un devis. J'ai dû apprendre avec des tutos sur Internet. C'était assez funky, quoi. Et toi, Sophie, du coup, est-ce que ton école, vous en avez parlé de l'entrepreneuriat en amont? Oui, alors déjà un peu plus que 6 heures. Moi, j'ai eu de la chance, notre mémoire de recherche à l'école, c'était la création d'une entreprise fictive. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai eu 2 ans pour préparer mon entreprise et des cours, entre guillemets, où on est censé nous guider un peu, nous apprendre à faire notre business plan, comprendre notre cible, faire un persona, un peu, on va dire, toute la base qu'on est censé faire avant de se lancer. donc déjà, oui, là, pour ça, c'était très chouette. Après, ça restait quand même plus un cours d'accompagnement, mais on répondait pas vraiment à nos questions. Ou alors, en tout cas, on nous formait pas sur... comme tu disais, comment faire un devis, comment gérer les relations clients, enfin voilà, tout ce qui fait un peu notre quotidien, ça, pareil, tuto internet, merci YouTube, merci les Comme formations. disait mon papa, Google est ton ami. Exactement, c'est ça. Google a été un grand ami et je pense que le reste toujours. Hein. Ouais. Mais voilà, du coup, j'ai quand même plus de chance, j'ai pu monter mon projet, disons que j'ai pu le faire pendant mes heures de cours. Donc ça a aidé, ça m'a motivée aussi. Mais oui, après, il aurait peut-être fallu des cours plus entrepreneuriat au quotidien, quoi faire, quoi. C'est vrai que nos écoles pourraient peut-être favoriser en termes de conférences et séminaires. Je sais pas, vous, comment ça se passait dans vos écoles. Il y a certaines écoles, surtout en communication, qui privilégient beaucoup de conférences, de séminaires, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc des gens qui ont un métier, en plus d'être formateurs au sein des écoles supérieures. Très peu parlent d'entrepreneuriat, même s'ils parlent plus de leurs agences ou
ou des résultats qui sont aujourd'hui. C'est vrai que pour les notions pour se lancer, elles sont minimes. Il y en a aucune, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on nous pousse quand même beaucoup à entreprendre en tant que jeunes, parce on nous dit surtout que c'est l'avenir un petit peu. Je sais pas de votre côté comment ça s'est passé. Mais ouais, Mathilde aussi, on t'a dit un petit peu que c'était... En fait, on nous pousse à être photographe, tout ça, mais on n'a pas les clés pour se lancer, et pour les bases. Enfin, tout ça, on l'a pas eu, quoi. Mais après, je pense que c'est quand même difficile. Quand on est étudiant, on n'a pas forcément le même état d'esprit que quand on est freelance ou qu'on se lance. Et du coup, je pense que si on m'avait donné des conseils à ce moment-là, je les aurais peut-être pas entendus comme j'aurais entendu maintenant, quoi. Je pense. Bah, tu t'en rends compte quand t'es dans le grand bain et qu'en voilà, fait, tu apprends à nager tout seul. Donc, quand tu as plus le choix. On a la chance aujourd'hui d'avoir un grand accès à l'information grâce à Internet, YouTube, etc. en termes vidéo, articles aussi. Mais est-ce que vous avez suivi peut-être des formations en plus de ça? Est-ce que vous êtes fait accompagner, conseiller? Peut-être Mathilde, toi, à la sortie de l'école, avec peut-être tes... Non, moi j'ai rien fait, j'ai rien suivi comme formation, okay. J'ai pas eu d'aide. Non, je plaisante, mais j'ai pas eu de... Non, j'ai rien fait du tout et j'aurais peut-être dû, surtout sur la partie administrative, les choses que je gère pas trop au quotidien, qui sont un peu compliquées pour moi. Mais je pense qu'avec du recul, j'aurais dû me faire accompagner sur ça, investir dans une formation, des choses comme ça pour aller plus vite maintenant, parce que c'est encore des choses sur lesquelles je pêche et je pense que ça m'aurait aidé en sortant de l'école. Et peut-être avec tes anciens camarades, j'ai envie de dire, dans l'école, ouais, t'as encore contact avec eux, peut-être. On est super en contact, on est très très soudés, on est vraiment une bonne promo, on s'entend super bien et tout, donc ça c'est super de les avoir en contact. Pareil, quand on galère tous, bon après on peut quand même appeler nos profs à l'école, ça se passe bien aussi. J'ai gardé des contacts avec l'école, donc ça va. Je suis pas toute seule non plus. Non, mais après, c'est important peut-être de garder les contacts et de former son réseau, de maintenir son réseau. Complètement. On n'arrêtera jamais de le dire, mais c'est hyper important. Surtout quand on se rend compte qu'après, on se retrouve un petit peu seul. Oui. Au final, non, on n'est pas seul. Il faut pas hésiter à demander. C'est super important, et à parler à nos anciens contacts. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, Sophie, du coup, est-ce que tu as suivi un petit peu des formations? Tu disais que du coup, que tu as fait ton alternance juste avant la validation de ton master chez Glow Up. Donc, tu étais entourée d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu as reçu en amont peut-être des conseils des entrepreneurs qui participaient aux événements? Est-ce que tu as participé à des formations? Comment ça s'est passé un petit peu de ton côté? Alors déjà, j'ai suivi beaucoup de formations. Mais là, c'est plus mon défaut, on va dire, justement, d'entrepreneur. Je sais que ça va être... certaines vont sans doute se reconnaître. On achète des dizaines de formations en ligne parce que ça nous paraît impossible de continuer sans avoir cette dernière formation. Et je suis tombée dans le piège, qui n'est pas vraiment un piège. En vrai, j'ai vraiment... je dois être à plus d'une bonne vingtaine de formations. Ah oui, quand même. On a les deux opposés. Complètement. Mais parce que j'adore ça et puis c'est un peu ce que je fais aussi aujourd'hui. Donc voilà, j'ai suivi des formations sur plein de domaines différents. Après, des formations sur l'entrepreneuriat même, comment gérer son mindset ou plus le côté, le quotidien, comme on disait, facture, tout ça. Ça s'est fait plus sur le tard chez Glow Up, mais depuis que je suis entrepreneur justement, j'ai fait des formations avec Marion et tout ça sur la gestion de son entreprise, être sûr qu'on ne fait rien de mal, rien d'illégal. Marion, du coup, pour nos auditeurs, Marion qui est une de nos adhérentes qui est expert comptable et donc qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs justement dans la comptabilité. Et c'est vrai que on n'y pense pas, mais mine de rien, la comptabilité, c'est... Oh waouh, important. Elle arrive à rendre les chiffres très chouettes, alors que je pense que j'avais abandonné depuis la 6e à peu près. Donc, beaucoup abandonnent. C'est des maths ou là? Ça pique. Mais du coup, tu te retrouves entrepreneur et tu es obligé de faire des factures si tu veux gagner de l'argent. donc voilà, j'ai quand même suivi beaucoup de formations et je continue aussi encore aujourd'hui. C'est peut-être pour me rassurer aussi, parce que je pourrais y arriver peut-être en me débrouillant un peu plus et en cherchant, mais comme tu disais Mathilde, en fait ça fait surtout gagner du temps. Oui. Donc, c'est vrai que vous avez des profils très différents pour le coup, puis je pense aussi que peut-être que ça dépend, dites-moi si je me trompe, des secteurs d'activité. Peut-être qu'il y a certains secteurs d'activité où c'est plus facile, par exemple, dans le digital, c'est vrai que maintenant c'est très facile de trouver des formations, etc. La photographie c'est plus matériel, donc pour le coup, à part d'être accompagné peut-être de professionnels et d'avoir vraiment tout ce qui est technique, etc., expérience terrain, avoir des formations en ligne, c'est peut-être un peu plus... C'est moins... après, c'est un milieu qui est extrêmement difficile. C'est très dur parce qu'il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de gens qui veulent être photographes, donc forcément, il y a moins d'entraide, il y a moins de formations, moins de choses comme ça. C'est pour ça que l'école, elle est pas mal. Moi, ça m'a aidé à être bien formée, tout ça quand même.
Et est-ce que vous avez peut-être bénéficié d'aides financières pour vous lancer ou pas du tout? Est-ce que vous avez eu peut-être vous mis un peu d'argent de côté pour investir dans du matériel ou investir dans des formations comme tu disais Sophie? Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Enfin, oui, de la chance. Je suis au chômage en même temps. À côté, en fait, j'ai travaillé. Donc là, ça fait 2 ans que je travaille. Donc, j'ai pu économiser aussi un peu. Je bénéficie du chômage à côté de mon entreprise. Et ça aide beaucoup parce que forcément, se lancer après ses études, on a rarement de grosses économies. Enfin, après, c'est personnel, mais moi, j'avais pas de très, très grosses économies non plus. Et en fait, ça me permet au moins de me dire, tous les mois, mon loyer, il est payé. Je peux faire mes courses, je peux manger. Et après, si je veux plus, si je veux me développer, c'est à moi de me bouger et de rapporter de l'argent, quoi. Mais partir de rien, c'est plus compliqué, forcément. J'avais bénéficié de l'ACRE aussi, pour ceux qui connaissent pas, c'est une aide financière de l'État qui fait qu'on paie moins de charges au début de son activité. À vérifier, je sais plus si elle est encore d'actualité. Ouais, si, encore. Encore, ouais. Ouais. Ça m'a permis au début de payer moins de charges, mais c'était à l'époque où je travaillais pour Toulouscope, donc c'était pas vraiment mon entreprise, j'en ai moins profité. Ah, ok. Et Mathilde, toi du coup, est-ce que tu avais peut-être mis un peu d'argent de côté pour t'acheter du matériel? Est-ce que tu en avais déjà eu? Est-ce que tu as eu des aides? Alors, moi, non, j'ai eu aucune aide. Enfin, à part mes parents qui m'ont payé le loyer pendant 6 mois, en fait, après l'école. Ils m'ont pas laissé tomber, entre guillemets, à la fin de mes études. Mais sinon, j'avais un peu d'argent de côté. Et après, non, j'avais aucun... Enfin, vraiment, j'avais aucun filet. C'était vraiment... Enfin, c'était route, quoi. Pendant 6 mois, ça a été galère. Enfin, j'étais pas bien financièrement. Et après, j'ai eu mes premiers clients, tout ça. Donc, ça s'est développé. Mais non, moi, j'ai pas eu d'aide. J'ai même pas demandé les ACRE parce qu'à l'époque, j'étais pas au courant que ça existait. Donc, il faut pas faire comme moi, il faut se renseigner un peu avant de créer son entreprise. Ouais, essayer de se renseigner un maximum sur tous les droits et toutes les aides dont on a besoin. Mais peut-être, c'est vrai que la question, mine de rien, financière est très importante, surtout quand on est étudiant. Ouais. Déjà que quand on est à l'école, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un soutien des parents ou de la famille, etc., qui doivent avoir un boulot à côté, on sait que c'est difficile. Ouais, on a fait partie aussi de ce côté-là, même pour financer ses études. Je suis dans ce cas-là aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de devoir gérer le loyer, de devoir payer ses études, de payer sa vie aussi d'étudiant. On le sait que c'est difficile et c'est vrai que ça peut être un vrai frein pour se lancer et de pas avoir cette sécurité un peu salariale qu'on peut avoir quand on veut travailler et on préfère aller travailler dans une entreprise, ce que je comprends tout à fait, même de se placer plutôt dans un CDI et d'avoir d'être rassuré et plutôt que de se lancer, alors qu'au final peut-être que c'est à tort parce qu'on retarde et certains, j'en suis sûre, ont beaucoup abandonné de projets à cause de ça. Complètement. Ce qui est assez dommage. Après, comme tu disais Mathilde, le fait de ne pas avoir de filet aussi, ça te force à un certain moment à te donner plus. C'est de te dire, en fait, là, si dans 3 mois, j'ai pas ramené d'argent, je mange plus. Ou, je mange de l'eau. Je mange de l'eau, je bois de l'eau. Mais en fait, c'est moi, dans ma vie. Donc, ok, je sors des études, mais de mon peu de temps d'études, c'est les fois où je me suis dit, en fait, si je n'arrive pas à trouver de l'argent avant la fin du mois, le mois prochain, soit je paye pas mon loyer, soit je ne mange pas. C'est à ce moment-là que tu te débrouilles pour trouver de l'argent. Alors, c'est triste et c'est ce que je souhaite à personne parce que ça te mène à des situations où t'es pas toujours bien et même rarement bien quand t'es vraiment dans ce besoin-là. Mais en tant qu'entrepreneur, ça te booste aussi. C'est peut-être pas la meilleure des motivations, mais voilà, quand tu te dis, en fait, je me laisse tant de temps pour réussir et j'ai pas de filet. Donc, soit je réussis et tant mieux, la vie est belle. Soit je réussis pas et dans ces cas-là, je vais devoir trouver une autre solution, mais je peux pas accepter le fait de pas me donner suffisamment à fond, quoi. Donc c'est vrai que, comme tu disais, c'est dommage de pas pouvoir bénéficier d'aide ou quoi, mais ça te permet aussi de te bouger plus, je pense. Même inconsciemment. Ouais. Moi, un sacré coup aux fesses, quoi. Ouais. Je m'étais donné 1 an, moi, après l'école, pour en vivre, quoi. Et sinon, je pensais partir à Paris, faire de l'assistanat, des choses comme ça, dans des studios photos. Et du coup, là, maintenant, ça fait 1 an et j'ai réussi à en vivre, donc c'est cool. Mais bon, c'était pour pas être un poids pour mes parents plus longtemps. Enfin voilà, je m'étais donné des deadlines un peu à respecter. Enfin, en espérant que ça marche, quoi, parce qu'on ne sait jamais vraiment où ça nous mène. Mais bon, du coup, ça s'est bien passé pour moi, pour l'instant. Tant mieux. Après, honnêtement, tant mieux pour toi. On est fiers de toi, Mathilde. Merci. Mais après, c'est vrai aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui ont un peu, comme tu disais, cette charge mentale de culpabiliser, de se dire j'ai choisi des études artistiques ou des études qui sont privées, payantes,
des fois, certaines familles ou certaines personnes se mettent vraiment en difficulté ou investissent de leur personne et de l'argent dans des études, etc. Et de voir que ça ne mène pas forcément au résultat escompté, ça peut être un peu démoralisant. Ouais. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'être une génération qui est très motivée et qui arrive à faire beaucoup de choses quand même assez incroyables, mine de rien, avec pas beaucoup de moyens. Donc ça motive beaucoup. Du coup, je voulais vous demander, après toutes ces études, toutes ces péripéties, Covid, etc., quelle est votre activité pure et dure aujourd'hui ? Sophie, dis-nous un petit peu, en quoi consiste ton activité aujourd'hui ? Où est-ce que tu trouves tes clients ? Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, je suis formatrice et je fais de l'accompagnement personnalisé dans les réseaux sociaux, la communication, marketing digital. Donc c'est-à-dire que je fais aujourd'hui principalement des formations sur Instagram, sur vraiment comment utiliser sa communication pour booster son business. Je trouve principalement mes clients grâce à GlowUp. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment par le réseau principalement, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur encore de continuer de venir régulièrement au réseau, de rencontrer des gens. Certains me trouvent via Instagram aussi, mais c'est plus rare. J'ai pas encore vraiment fait de stratégie de com, donc on sait que le cordonnier est le plus mal chaussé, voilà. Après, t'es quand même très active sur Instagram. J'essaye d'être très active, j'essaie de donner un maximum de contenu gratuit, d'informations, parce que c'est aussi comme ça que je me suis lancée. Comme tout à l'heure, tu demandais si j'avais fait des formations. Ça a commencé par juste voir des posts gratuits sur Instagram, écouter des podcasts, et donc petit à petit, ça m'a intéressée au point de me lancer. Donc oui, c'est important pour moi d'être quand même actif et de partager du contenu. Pour le moment, principalement, ça va être le réseautage, et de beaux projets arrivent en 2022 pour se faire connaître encore mieux, mais... Ça arrive. Et toi, Mathilde, du coup, tu nous disais maintenant, donc t'es photographe freelance. Ouais, c'est ça. Parle-nous un petit peu de comment tu trouves tes clients, comment tu fonctionnes, toi. Alors moi, je suis spécialisée en culinaire. Je fais pas que du culinaire, je fais un peu de corporate aussi à côté, mais mon activité principale, c'est pour les restaurants, les acteurs de l'alimentation, les choses comme ça. C'est beaucoup de recommandations. Il y a beaucoup de clients qui me recommandent à d'autres clients, et donc voilà. Et c'est beaucoup Instagram aussi. Des gens qui m'ont vu sur Instagram, qui me suivent, enfin des choses comme ça qui viennent vers moi. Et sinon, c'est le bouche à oreille aussi. Enfin, c'est pareil que les recommandations, mais voilà. Et sinon, c'est des clients réguliers qui reviennent souvent pour qu'on re-shoot ensemble. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai mes clients. Avec le réseau, du coup, vous rejoignez tous les deux un peu de ce côté-là. C'est vraiment le réseau qui vous forme. Et à part ce réseau-là, est-ce que du coup, vous rencontrez des difficultés ou vraiment des challenges du fait d'être entrepreneur ? Bien sûr, que vous n'auriez pas si vous étiez en situation salariale. Quels sont, même que ce soit des challenges peut-être un peu plus positifs, comme vous dites, je crois que c'était Sophie et même Mathilde, enfin en tout cas, vous en parlez toutes les deux, du fait justement d'être seule. Ça pousse aussi à se dépasser et à se motiver. Vraiment, quels ont été, vos plus gros challenges depuis que vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat ? Mathilde, du coup, dis-nous. Moi, je suis quelqu'un de... En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui me correspond à la base, parce que je suis très réservée, très angoissée, je suis pas du tout extravertie. Et du coup, être freelance et devoir s'affirmer en tant que photographe, par exemple, sur un shooting, tout ça, c'était pas du tout évident pour moi au début. Et même parler à des clients au téléphone, au début, c'était une source d'angoisse pour moi. Donc, je suis revenue... Personne n'aime le téléphone. C'est la phobie de tout le monde de passer au téléphone. Au début, c'était vraiment dur, et du coup, je me suis forcée, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, je suis vraiment à l'aise. Dans ma tête, ça va beaucoup mieux sur ce plan-là, enfin, tout ça. Et du coup, je trouve ça trop bien en un an que ça a évolué comme ça, et que maintenant, ça aille bien. Enfin, des difficultés, je pense que dans le salariat, on est un peu... Enfin, moi, je pense que je serais restée à ma place, et j'aurais pas forcément cherché à évoluer plus, alors que quand t'es à ton compte, t'as pas le choix. Et du coup, ça te pousse à donner le meilleur de toi-même. Donc... Et de devoir toujours, comme tu disais, aller même à la rencontre de tes clients, peut-être voilà, aussi. C'est ça. De mettre des choses en action pour se faire connaître et pour continuer à travailler, quoi, voilà. Et au final, l'entrepreneuriat, ça a même permis de toi évoluer personnellement, peut-être de grandir aussi un petit peu en même temps que ton activité. Ouais, complètement. Ouais. C'est cool. Et toi, Sophie, du coup... Je rejoins totalement Mathilde, c'est un peu de ce côté-là de... t'apprends des compétences techniques, certes, mais que tu peux aussi apprendre dans le salariat, mais des compétences peut-être plus humaines. Ça te fait te remettre vraiment en question, et ce que t'apprends, on va dire, pour le travail, ça te sert vraiment dans la vie de tous les jours. Donc oui, les difficultés vont être plus grosses parce qu'elles vont pas s'imposer à toi uniquement dans le cadre professionnel. Souvent, elles vont s'imposer à toi un peu de manière générale. Et si tu veux passer un cap d'un point de vue professionnel, il faut que tu passes ce cap personnellement. Donc ça fait souvent des plus grosses remises en question, des plus gros moments
moments de panique, mais je pense aussi des plus grosses joies, justement, de se dire que quand on a fait quelque chose, on a réussi à se transformer complètement et à se pousser. Mais oui, c'est vrai que c'est des gros challenges. Alors que je venais juste de me lancer, moi, j'ai eu un peu justement le côté syndrome de l'imposteur qui arrive. Des moments où du mal à me motiver, du mal à travailler, et je me disais, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai la flemme ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que tu te poses plein de questions ? Et en fait, il suffit parfois de rencontrer la bonne personne au bon moment qui va te donner un petit coup de pouce ou un petit indice, et tu vas dire, ah mais en fait, c'est ça. Donc ouais, il y a le côté un peu solitude de t'as pas toute une équipe pour te booster si jamais t'es pas à fond, ou pour compenser ton travail si tu travailles pas. Là, si tu travailles pas, tant pis. Tant pis. Par contre, dès que moi ça me l'a beaucoup fait en venant justement aux soirées réseautage de Glow Up, parfois tu parles 5 minutes avec une personne, elle va te dire une phrase simple et tu vas repartir avec la tête waouh, mais en fait tout ça pour ça. Et c'est là où c'est intéressant d'être accompagné par plein de gens, c'est de se dire que en fait quand on a un très gros problème et qu'on se sent un peu bloqué, tu n'es pas seul et unique. Heureusement et malheureusement, mais plutôt heureusement, il y en a plein de personnes sont passées là avant toi. Et donc, quand t'as un gros blocage, juste t'en parles à quelqu'un et elle t'apporte souvent la solution sur un plateau. Tout à fait d'accord avec ça. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis, Sophie. Quand tu es seule, auto-entrepreneur, c'est ne pas avoir forcément des collègues qu'on rencontre tous les jours au bureau. C'est souvent travailler depuis la maison, etc. C'est peut-être aussi dur. De toute façon, c'est un des plus gros problèmes en général qu'on rencontre les entrepreneurs, c'est de trouver son rythme de productivité et de la motivation. C'est peut-être plus facile pour certains qui ont eu une situation salariale avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment vous, personnellement, vous arrivez à trouver justement votre rythme de productivité, sachant que vous sortez de l'école? Alors oui, le rythme de l'école, c'est quand même assez différent, mais sachant que vous n'avez pas peut-être commencé dans une entreprise avec un certain rythme, un certain emploi du temps, et justement d'autres personnes qui sont là tous les jours que vous côtoyez. Est-ce que vous arrivez, vous, toute seule déjà, dans le début de votre activité, à trouver un rythme, une productivité, une motivation? Tu disais tout à l'heure, Sophie, que c'est vrai que c'est compliqué aussi d'être motivé tous les jours, et ça s'entend. Et comment t'arrives un petit peu à gérer, toi, tout ça d'un point de vue perso et pro Je pense que l'équilibre, il sera jamais parfait. De ce que justement j'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, elles se retrouvent souvent confrontées justement aussi à ce problème, alors qu'elles ont parfois 7-10 ans d'entrepreneuriat derrière elles. Je pense que ça dépend, il faut apprendre à se connaître personnellement, apprendre à s'écouter, savoir que si on est incapable d'être réveillé avant 9h, ça sert à rien de mettre son réveil à 6h30 en fait. C'est autant s'écouter. C'est un peu tôt, oui. Non mais voilà, moi je sais que par exemple, je dors beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc si je commence à mettre mon réveil très tôt ou à travailler très tard, je vais pas forcément être productive, donc ça sert à rien. La difficulté surtout, ça va être d'adapter son travail à sa vie perso. Moi je sais que je suis fiancée, j'ai ma vie de famille qui commence vraiment à se développer et c'est très important pour moi de respecter ça, donc quand mon chéri rentre du travail, pour moi c'est un peu le moment où j'arrête de travailler aussi, même si je pense que mon pic de productivité va être entre 16h et 22h, il arrive à 17h30, j'arrête parce que ça fait partie de mes priorités dans la vie en général, on va dire, de garder cet équilibre. Après oui, c'est parfois plus dur de se motiver quand on commence une nouvelle série sur Netflix. Je me sens un peu concernée parce que je viens de commencer une nouvelle série, donc je me bats pour pas la regarder la journée. Mais voilà, c'est toujours plus compliqué de se motiver à certains moments. À d'autres, on est beaucoup plus productif. Moi, je m'aide beaucoup en allant dans des coworking parce que justement, être dans une salle où tout le monde travaille un peu façon entreprise, ça te laisse pas le choix. À ce moment-là, tu te sens mal à l'aise de sortir ton ordi pour regarder ta série. Tu préfères être sur LinkedIn ou travailler. Et sinon, on fait des rencontres entre entrepreneurs. C'est vraiment des moments où on va se retrouver toute une journée, on va dire aujourd'hui, voilà, un peu coworking aussi justement. Aujourd'hui, on a des objectifs, on travaille, on les atteint et voilà. Et parfois, oui, on est à la maison, on traîne, on a envoyé 3 mails et après on regarde sa série, mais c'est pas grave. Et toi, Mathilde, comment tu t'organises? Comment tu arrives à rester motivée dans tes projets? Peut-être avoir un certain rythme pour en maintenir, parce que je suppose que tu dois avoir des deadlines. Oui, c'est ça. Moi, après, c'est un peu... je suis un peu tributaire de mes clients. Enfin, j'ai des disponibilités, donc c'est eux qui me contactent pour... Enfin, il y a certaines dates. Il y a, par exemple, la carte d'hiver qui doit être renouvelée, donc on doit shooter la carte d'hiver en janvier, par exemple. Enfin, c'est typiquement le cas en ce moment. Et tous les restaurants changent leur carte en même temps, donc là, on est en plein dans ça. Et donc, c'est un gros rush, par exemple. Là, ça fait 2 semaines que je travaille beaucoup, et je sais qu'à la fin du mois ce sera plus calme parce que tous ces impératifs seront passés, et du coup c'est ça, j'essaie de jongler d'essayer de trouver un équilibre, mais je suis pas encore à ton niveau, Sophie. C'est un peu compliqué. Moi je travaille beaucoup et j'ai du mal à poser les limites,
Donc il faut que je travaille encore là-dessus pour être bien et pour séparer le pro et le perso, quoi. Chose que je n'arrive pas du tout à faire pour l'instant, quoi. Après, c'est une limite que je me suis posée dès le début en me lançant, mais je sais que c'est pas non plus la méthode qui fait que je vais être la plus productive. Oui. Enfin, je pense que vraiment, si j'avais pas cet équilibre-là, j'aurais pu avoir peut-être plus de clients ou développer mon chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement. Mais voilà, c'est vraiment moi qui me le suis fixé, même si c'est peut-être parfois un peu un boulet. Oui. Plus un piège dans le fait, dans le sens où je peux pas m'écouter à 100%. Mais après, oui, c'est un choix, quoi. Enfin, Après, toi, c'est ce qui te convient, donc c'est intéressant aussi. Enfin, si c'est ta manière de travailler, c'est comme ça, quoi. Enfin, Ouais, c'est difficile peut-être de trouver un petit peu le juste milieu entre qu'est-ce que tu estimes être bien pour toi, pour ton activité, et quand tu estimes que c'est comme ça que tu es, et c'est ton modèle de productivité, et entre, bon, ok, là j'abuse. Là j'abuse, là la série, c'est pas le moment. C'est peut-être ce juste milieu aussi qu'on apprend, comme tu disais tout à l'heure, Sophie, au fur et à mesure des années, peut-être avec de l'expérience. Puis il faut se tromper. Il y a des jours où on n'est pas productif, et que ça soit dans le salariat ou en entrepreneuriat, il y a des jours où ça marche pas, quoi. Il y a des jours où on va être hyper productif toute la journée à travailler jusqu'à 22h, 23h, et il y a des journées où ça va pas marcher, quoi. Donc peut-être c'est plus difficile de trouver ce rythme-là. Faut être capable de s'écouter aussi. Moi, au tout début, justement, quand j'arrivais pas à être productive, je culpabilisais à mort, et je restais toute ma journée, mais vraiment de 9h à 17h devant mon bureau, alors que je faisais 3 mails. Et c'était l'époque où justement, je me disais non, pas de série, pas de film, t'es au travail, même si t'es à la maison, tu travailles, donc tu peux pas bouger, et au final, tu finis ta journée à 18h, t'es épuisé mentalement, t'es pas bien, et tu te dis, aujourd'hui, j'ai fait quoi ? J'ai envoyé 2 mails. C'est marrant que tu dises 9-17 heures, parce que c'est vraiment les heures qu'on nous inculque déjà à l'école, et en soi, c'est les heures typiques qu'on retrouve en entreprise. Mais on nous a pas appris à choisir et à comprendre notre fonctionnement, quel modèle on suit et à quel moment on est productif dans la journée, etc. C'est quand même déstabilisant. Et en fait, peut-être que du coup, vous vous rendez compte de ça une fois que vous êtes face à votre activité, et là, vous vous dites, ok, là, je suis pas productive, là, je suis productive. Du coup, tu te dis, 9h, je dois commencer à 9h, je dois finir à 17h30, parce que c'est les horaires typiques de l'école, de bureau, de cours, n'importe, en fait. Et alors que c'est pas forcément les horaires où on est le plus productif dans une journée, quoi. Je culpabilise moins maintenant, je commence plus tard, parce que, comme je disais, le matin, je sais que j'ai du mal, donc je vais me garder des tâches faciles le matin, quitte à commencer parfois à 10h, 10h30, et peut-être pas faire de pause déj, parce qu'en fait, je suis à fond, donc pas besoin. Et je fais des compromis aussi, je disais que je voulais pas travailler le soir, parce qu'il y a mon chéri, mais une fois par mois, avec des copines entrepreneurs, on se fait ce qu'on appelle les soirées pyjama coworking, donc en fait, on va en coworking, et on reste de 19h à 2-3h du matin, parce que c'est calme, parce qu'on travaille, parce qu'on est à fond, et on fait ça une fois par mois. Moi, ça me permet d'être, entre guillemets, absente dans ma vie de couple qu'une soirée dans la semaine, donc c'est rien. Puis c'est trop cool comme format. En fait, faire un peu... Non, mais ça te rappelle original. Un peu comme le lycée, tu fais des soirées pyjama, c'est cool, Et en fait, c'est trop bien. On vient, on fait des cookies, on amène des trucs à manger, on se met bien, et en fait, on a une productivité incroyable, parce que c'est aussi les horaires où t'as pas de mail, t'as pas d'appel, t'as rien à faire. Normalement, t'es censé dormir. Mais comme tu disais, en fait, c'est le moment où toi, t'es productif, où t'es à fond, et ça aide, quoi. Et du coup, vous, de votre côté, avant de vous lancer officiellement, est-ce que votre famille, vos amis ou même votre encadrement scolaire vous a poussé plutôt dans ce sens-là d'entrepreneuriat, d'entreprendre ? Mathilde, tu disais que vous, en école de photographie, on vous pousse dans ce sens-là. Oui. Mais est-ce que tu as vraiment reçu aussi un soutien, et est-ce que ta famille aussi allait dans ce sens-là parce qu'ils savaient que c'était des métiers d'art qui allaient dans l'entrepreneuriat, ou justement au contraire on vous a plutôt conseillé de choisir peut-être la sécurité en choisissant des entreprises? Moi j'ai eu de la chance, c'est que mes parents ils m'ont toujours soutenue dans tous mes choix d'études, dans tous mes choix de vie, donc j'ai toujours été soutenue par mes parents, donc j'ai pas eu de problème là-dessus, et je suis très privilégiée d'avoir vécu ça, donc pour moi c'était naturel, pas naturel de devenir indépendante, mais ça s'est fait spontanément. Ouais, voilà, c'est ça. Après l'école, je me suis lancée, et voilà, quoi, c'était... Ça s'est fait naturellement, du voilà, coup. C'est ça. Et j'ai pas été bridée par une éducation ou des choses comme ça. J'étais vraiment libre de faire ce que je voulais. C'est vraiment top, quoi. Et toi, Sophie, du coup, t'as été poussée aussi par peut-être tes enseignants ou ton entourage à te lancer, ou on t'a parlé longuement du salariat et de la sécurité du CDI? Oui, alors c'est un peu mitigé. En fait, un peu comme toi, Mathilde, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'aide beaucoup
même pour mes études. C'est grâce à ma famille que j'ai pu faire mes études. De ce côté-là, très chouette. Par contre, c'est vrai qu'ils me voyaient faire mes études et ensuite trouver un CDI dans une grande entreprise. Chose que, en général, les parents sont très ambitieux pour oui, le ça. Après, j'ai vraiment jamais eu de vrais freins. C'est plus des craintes qu'ils avaient, qu'ils essayaient de me transmettre, même involontairement. Mais voilà, j'ai eu mais t'es sûr que quelques années dans le salariat, ça t'aiderait pas c'est très formateur. Voilà, plein de choses comme ça. J'ai de la famille qui est très content pour moi et qui en même temps m'envoie des propositions d'embauche en CDI. Et je me dis, c'est rigolo. Bon, après, on s'adresse quand même à une génération. La génération de nos parents a été une génération qui a été poussée justement dans cet esprit d'avoir un CDI, d'avoir une situation stable, d'avoir une famille. Que tu devais garder en que plus. Tu veux garder longtemps. Et c'est ce qui était respecté et respectable, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, même à l'époque, maintenant, ça fait peut-être un peu moins peur maintenant de se lancer dans l'expérience entrepreneuriale, avec l'émergence aussi de tous les nouveaux métiers qu'il y a eu via le digital. C'est une génération qui est peut-être un peu plus ouverte de ce côté-là, mais il y a beaucoup encore de parents, même les miens, qui sont encore très ouverts sur le sujet. Pour le coup, avoir inscrit leurs 2 filles dans une école de communication et une école d'art, voilà. Et en plus des écoles privées. Oui. Mais on a quand même une génération avant nous, et encore celle d'avant eux, qui a été justement brimée un petit peu peut-être dans leur projet, et d'avoir été poussée dans cette sécurité salariale, et qui n'est pas négligeable non plus, parce qu'il est vrai que le salariat, d'avoir un CDI, ça rassure, ça empêche beaucoup de stress et de à l'estomac. C'est vrai que eux, c'était un peu le succès, enfin je sais pas comment dire, mais vraiment le Graal d'avoir leur CDI, où en plus ils pouvaient potentiellement avoir une évolution. Et aujourd'hui, moi j'en parlais avec mes amis, quand je leur dis mais tu te vois dans 3 ans encore au même travail, la plupart me disent non avec un air dégoûté. Et je me dis mais du coup c'est quoi ? Est-ce qu'on va changer de métier tous les 3 ans ? Est-ce qu'on va être à la recherche d'un nouveau CDI ? Et moi je me dis que justement avec l'entrepreneuriat, j'ai cette liberté de me dire que ce que je fais aujourd'hui n'aura peut-être rien à voir avec ce que je fais dans 3, 5, 10, 20 ans, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien. Donc j'ai cette chance-là aussi. Chance que voilà, mes parents comprennent peut-être un peu moins, et encore, disons que c'est moins naturel. Ils m'ont jamais freiné, et au contraire, ils sont très contents de voir que je suis très épanouie aujourd'hui. C'est un nouveau style de vie. Moi, j'ai des profs qui, justement, à l'école, nous disaient qu'ils étaient impressionnés parce qu'en 10 ans, ils ont vu la réputation de l'entrepreneuriat évoluer. À une époque, à chaque fois qu'ils demandaient qui voulait devenir entrepreneur, il y avait qu'une personne qui levait la main. C'était toujours le mec un peu bizarre dans le fond, qui parle pas trop, et qui disait, moi, de toute façon, je serais PDG. Et c'était très bien aussi, hein. Mais mes profs me disaient vraiment que là, depuis 5-10 ans, le nombre de personnes qui veulent se lancer à leur compte augmente. Les gens sont vraiment attirés par cette voie-là. Et donc ouais, le salariat n'est plus juste une solution unique. Puis avant aussi, peut-être qu'on avait cette idée, cette projection d'évoluer dans la même entreprise, de passer comme débutant, et après de finir justement dans des postes beaucoup plus élevés, avec plus de responsabilités. Comme tu disais, Sophie, aujourd'hui, on peut envisager, et c'est même une suite logique, d'avoir une activité qui va muter au fil du temps, comme n'importe qui, en fait. C'est vrai que, pour le coup, maintenant, aujourd'hui, on se dit, dans 2 ans, je ferai pas du tout la même chose. On a un peu cette notion aussi du tout est possible. Ouais, c'est ça. On a une génération du tout est possible. Exactement. Mais je pense que aussi, le fait qu'on vive, par exemple, le Covid, les choses comme ça influe sur notre manière de vivre et notre manière de voir le monde du travail. Il y a des gens, avec le Covid, ils ont découvert qu'il y avait autre chose que le travail, et je pense que c'est pour ça qu'on est un peu en mutation aussi, et je pense que ça évoluera encore à l'avenir. Et cette volonté aussi de combiner passion, plaisir et travail aussi, qui est de plus en plus présente, et qu'on retrouve 80%, 90% dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Et nous, on a la chance d'être sortis de l'école je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour toi, Sophie, mais d'être sortie de l'école en faisant ce que j'aimais faire, c'est pas négligeable, et j'ai gagné du temps en sachant déjà ce que je voulais faire, donc c'est cool. C'est du luxe, hein. Aujourd'hui, on a une génération qui vit dans le luxe quand même. Complètement. On dit beaucoup que la nouvelle génération est très capricieuse. C'est pas ce qui est capricieuse est le bon mot, mais voilà, on sait pas ce qu'on veut, on est difficile. Là où une époque, on aurait été content juste grâce à une orange et un bout de bois. On la connaît celle-là. On la connaît cette expression. Moi, à l'époque, j'avais des oranges à Noël. C'est ça. Et du coup, on dit que la nouvelle génération, est très compliquée. Et au final, moi, je pense que c'est aussi qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle a la chance aussi de pouvoir choisir. Et nos parcours à toutes les deux se rejoignent aussi dedans. On a fait des études différentes. On a eu la chance de se réorienter. On a eu la chance
de tester. Ça reste un luxe, on le sait, Ouais, on oui. est privilégié, on a de la famille qui Ouais. nous accompagne. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Mais ouais, Malheureusement, c'est pas, enfin, notre parcours, il est pas à portée de tout le monde, quoi. Ouais. C'est parce que nous, on a été, enfin, moi, j'ai été ultra privilégiée. Non, mais oui, Après, non, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de chances que d'autres Oui. dans l'encadrement familial, Ouais, c'est ça, l'environnement complètement. dans C'est ça. lequel on grandit. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus cette chance, comme disait Sophie, Mm. d'avoir le choix, c'est ça. Ouais. de pouvoir choisir De pouvoir ce qu'on veut choisir. faire. Voilà. Et quand même. ça fait aussi qu'on a envie de tester plein de choses. C'est Oui. aussi peut-être pour ça qu'il y a plus d'entrepreneurs. C'est le fait que, justement, on n'a pas envie de se résoudre à juste faire une chose dans notre vie. Ouais. On teste quelque chose, on a envie d'y aller à fond, et puis on a envie de tester l'opposé. Et puis, c'est peut-être dur à suivre. Je sais que moi, mon père, il comprenait pas. Il m'a dit, mais dans toute ta vie, t'as toujours commencé des trucs et t'as abandonné. C'est pas que j'ai abandonné, c'est que j'ai eu la chance de découvrir plein de choses différentes. Mais voilà, comme on disait, c'est vraiment un privilège de fou, et il faut en être conscient. Et c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur, c'est que pour pouvoir après partager le privilège que j'ai eu aussi, parce que c'est beaucoup de chance, quoi. Du coup, on parle un petit peu d'avenir. Comment vous imaginez-vous dans 5 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Comment aimeriez-vous diriger votre activité? Est-ce que vous avez des projets qui peut-être n'ont rien à voir avec l'activité que vous pratiquez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des envies peut-être de bouger? Peut-être toi, Mathilde, est-ce que tu aurais des envies là, tu es spécialisée dans le culinaire. Est-ce que tu aurais des envies complètement folles en Pour termes d'activité, de projet? Enfin, pour l'instant, moi, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, je suis vraiment contente de mon activité aujourd'hui. Et j'aimerais juste pérenniser tout ça et que ça roule encore mieux, même si ça roule bien. Pérenniser mon entreprise. Et dans 5 ans, j'aimerais évoluer encore. Et après, je sais pas forcément, parce que tout peut changer, je pense. Pas du jour au lendemain, mais... Avec le Covid, on l'a vu. Ouais, hein, voilà, en tout cas. Là, je pense que tu peux le dire, du jour au lendemain, tout pouvait changer. Mais non, pour l'instant, je suis très bien comme je suis. J'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Ouais, dans 5 ans, j'espère juste être encore mieux dans mon activité, quoi. Et peut-être, est-ce qu'il y a des techniques ou vraiment des gens ou des marques avec qui tu aimerais travailler En fait, je commence déjà à travailler avec mes clients de rêve. C'est vrai, Ouais, écoute, c'est super, non, mais c'est vrai. Ouais, donc puis vraiment... déjà, surtout au bout d'à peine un an... Ouais, franchement, je pensais pas... Enfin, on m'aurait dit ça il y a 1 an, quand j'étais un peu en déprime à cause du Covid, tout ça. Enfin, franchement, j'ai vraiment de la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Donc, dans 5 ans, t'aimerais que ça continue sur cette voie-là, que ça continue à grandir. Un road trip tour du monde de tous les restos du monde. Ouais, ça c'est serait cool. chouette, Qu'on m'envoie ça. pour des parutions presse. Non, mais j'aimerais bien, par contre, travailler dans la presse, ce que je fais pas du tout, faire des reportages, des choses comme ça. Mais c'est un gros travail que j'ai pas encore amorcé pour l'instant, mais toujours pourquoi culinaire. pas? Oui, toujours. C'est bien, ça donne envie. Ouais. Et toi, Sophie, qu'est-ce que t'aimerais faire dans les 5 prochaines années? Faire, je sais pas vraiment. Faire Gagner plus ou d'argent. être? Ah, ça, Gagner c'est plus une d'argent, ça aussi, c'est sûr. C'est important. Ouais. En fait, oui, non, j'aimerais vraiment gagner beaucoup plus d'argent pour gagner aussi beaucoup plus de liberté. Ouais. J'accorde vraiment mon travail à ma vie pro, comme je disais. Pour moi, c'est 2 choses vraiment différentes, mais elles doivent s'imbriquer. Donc, gagner plus d'argent, être plus à l'aise financièrement, et donc justement avoir moins de craintes, même si je pense que les craintes seront différentes à ce moment-là. Mais voilà, pouvoir me développer de plus en plus, peut-être travailler aussi avec mon chéri ou avec une équipe, pourquoi pas. Après, en termes de mission, j'en ai aucune idée. Je pense que en 5 ans, les réseaux sociaux, la communication a le temps de changer 1000 fois. Donc, de trouver des idées toujours plus innovantes, de m'amuser toujours autant, c'est le plus important. Et voilà, peut-être pouvoir justement soit voyager, soit tester, avoir une nouvelle vie. Non, mais voilà, pour le futur, je me vois surtout continuer de m'éclater, continuer de m'amuser, de me développer, et comment dire, de me développer d'un point de vue pro et aussi perso. C'est peut-être un peu bateau, mais voilà, être heureuse, gagner plein d'argent et être au soleil, voilà, c'est un peu mon but. Bon, alors on arrive à la fin de cet épisode, les filles. Je vais vous poser du coup la dernière question, l'ultime question. Si vous aviez un conseil pour tous nos auditeurs et tous les jeunes étudiants qui aimeraient se lancer après leurs études dans l'entrepreneuriat, quel serait-il ? Moi, ce serait de pas trop réfléchir et de se lancer. C'est un peu la phrase bateau qu'on entend tout le temps, mais c'est vraiment le meilleur conseil. Moi, j'y suis allée un peu comme ça, à l'arrache. Et finalement, ça se passe bien, donc voilà. Et tu travailles avec tes clients de rêve, donc comme quoi... C'est vrai. Voilà, donc c'est cool. Mais bon, après, c'est parce que je suis privilégiée quand même que je peux me permettre de dire ça. J'étais accompagnée, voilà. C'est pas accessible à tout le monde, et ça, j'en ai conscience, et c'est important de le souligner, mais si on peut se lancer, il faut pas hésiter à le faire, quoi. Et ça viendra sur le tas, quoi, comme je fais actuellement.
au jour le jour. Et en Ouais. général, on a de bonnes surprises aussi Ouais. en ne pas réfléchissant trop Ouais. et Voilà, ça se en ne passe bien. réfléchissant pas trop. je Oui. vais y arriver. Aussi, c'est Ouais. important d'être préparé un peu quand même. Et toi, Sophie, quel serait ton conseil pour nos auditeurs? Moi, je dirais, un peu comme toi aussi, de se lancer, d'essayer d'éviter, c'est facile à dire, mais toutes les peurs et tous les freins qu'on peut avoir au début. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'école privée, du fait qu'on avait été très privilégiés et qu'on a eu des grosses formations payantes, mais il faut se dire que le profil d'entrepreneur ne vient pas forcément après une école privée, qu'on peut justement ne pas avoir de diplôme, qu'on peut se lancer sans diplôme. C'est Oui. un métier qu'on peut faire sur le tas, exactement comme tu disais. Donc, si vous avez l'envie, la motivation, foncez. Ce sera forcément plus dur. Parce que voilà, ce sera plus dur, mais en tout cas, faut y aller, faut foncer. Ne pas regretter, au moins de se dire j'ai essayé. Et je dirais peut-être le deuxième conseil pour compléter, bien s'entourer. Encore une fois, je pense que c'est les conseils qui reviennent tout le temps. Oui. Mais Et oui, c'est ceux qui reviennent le plus souvent, en tout cas dans tous les épisodes de You Glow Girl. Mais c'est vrai que c'est en fait foncièrement, c'est les deux dont on a le plus besoin ouais. au final. C'est En ouais. fait, c'est ça, faut se booster, il y a un moment où il faut y aller, il faut être dans l'action. Ouais. Donc tant qu'on en parle et qu'on en rêve, ça n'avancera pas. Donc faut vraiment être dans l'action et forcément on va se retrouver à un moment tout seul et ça va être très très dur. Et en fait, de bien s'entourer, ça permet de libérer ce poids énorme et justement de pouvoir avancer encore plus loin, encore plus fort. Sur ces belles paroles, je vous remercie en tout cas les filles d'avoir participé à cet épisode. Merci d'être venue Mathilde, merci d'être venue Sophie. Merci à toi. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de You Glow Girl. En attendant, je vous invite à aller suivre Glow Up sur nos réseaux sociaux. Je vous mets également en barre d'infos les réseaux sociaux de Mathilde et de Sophie. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.